Bonjour et bienvenue à notre face-à-face avec Denis Trottier. Bonjour Denis. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, encore cette semaine, on va prendre un sujet d'actualité et puis on va l'approfondir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, un autre sujet qui est un peu, je dirais, galvaudé, parce qu'on en parle un peu à toutes les sauces, puis on va essayer de faire un peu de ménage là-dedans. On va parler d'environnement. Toi, tu t'es battu pour l'environnement depuis de nombreuses années. Là, j'ai déjà lu même ton mémoire de maîtrise sur ton combat contre la Chouac-Mouchouane. C'est quoi ton constat de la protection de l'environnement en 2015 au Québec par rapport aussi au reste de la planète? Là, parce que c'est pas pareil partout. Non. Bien, d'abord, peut-être un petit peu d'histoire. Moi, j'ai fait partie des premiers écologistes à la fin des années 70, début des années 80. Puis dans ce temps-là, on était vus comme étant des malades mentales, ou à peu près. Là, il y a des gens qui nous appelaient les oisologues. Les oisologues, ça, c'était du monde qui préférait s'occuper des petits pépites plutôt que de s'occuper de l'économie. Bon, puis là, il y en a qui disaient que l'écologie, c'est une mode. Là, dans 4-5 ans, ça va être passé. Là. Un peu, mettons, comme je ne sais pas, moi, la mini-jupe ou n'importe quoi. Ouais. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est là pour durer. Puis j'ai aimé ça, cette période-là, parce que on a fait des gros combats qui ont réussi. Par exemple, comme la bataille sur la Chouac-Mouchouane, ça se faisait à armes inégales. Hydro, c'est quasiment une multinationale contre un petit groupe. Le flottage du bois, on a arrêté ça. Le champ de tir de l'Ascension. Les berges, il y avait eu des audiences sur les berges. Fait que là, moi, ça m'a permis de comprendre que quand tu te mets ensemble, une gang, puis que tu tiens ton bout, tu peux obtenir quelque chose. Fait que ça a été très formateur, toute cette période-là. Puis j'en retire encore des satisfactions aujourd'hui. Oui. Puis l'environnement aujourd'hui, comment tu vois la protection de l'évolution de la protection? Parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais on a encore le discours des oisologues où des gens disent c'est sûr que il y aurait des fois, il y a des gens qui ont un peu l'idée que si on se débarrassait de l'environnement, ça serait mieux, là, mais on ne peut pas se débarrasser de ça. C'est le milieu dans lequel on vit. Si un jour on a de la misère à respirer, si vous avez un chalet et que l'eau est polluée, combien ça vaut, votre chalet avec l'eau polluée? Vous ne pouvez plus vous baigner, vous ne pouvez pas boire l'eau. C'est que là, les gens qui disent ça ne se rendent pas compte que c'est eux autres qui vivent là-dedans. Là, c'est pas l'environnement des autres, c'est toi-même. Là, si tu t'en occupes pas, bien là, tu viens de perdre une qualité de vie, de la valeur, etc. Puis en plus aussi, c'est que là, il y a des maladies qui peuvent être liées à ça. Pourquoi est-ce que l'espérance de vie a augmenté aujourd'hui? C'est en partie parce qu'on se préoccupe de l'environnement, qu'il y a moins d'éléments polluants qui existent. Les gens qui travaillaient dans des usines hyper polluées, il y avait de la misère à respirer, ou dans des mines, dans des conditions dégueulasses, ça montre là, ils mouraient plus jeunes qu'aujourd'hui. Le fait de s'occuper de l'environnement, ça a permis ça. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que tout est réglé, loin de là? Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été apportées. C'est sûr que dans des pays industrialisés, comme je disais la semaine dernière, c'est que nous autres, on a le luxe de pouvoir se payer ça. Quand tu es pauvre, puis tu ne sais pas si tu vas manger, l'environnement, là, c'est secondaire. Mais puis nous autres, il faut qu'on donne l'exemple. Puis il y a eu beaucoup d'améliorations de fait, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis il y a des pays, présentement, là, qui sont vraiment mal pris. Puis là, présentement, une des modes qui existe, c'est qu'on est en train de délocaliser les entreprises les plus polluantes. Mettons, comme on prend une usine aux États-Unis qui est très polluante, on a envoyé ça au Bangladesh. Même la Chine va faire ça. Là. La Chine, qui a des gros problèmes de pollution, va prendre ses usines les plus polluantes, qu'elle ne peut pas se passer, là, puis qu'elle va envoyer dans d'autres pays un peu plus loin ou dans l'arrière-pays pour pas trop que ça paraisse, là, mais sauf que globalement, sur l'ensemble de la planète, la situation ne sera pas améliorée. Oui. Est-ce que la protection de l'environnement, concrètement, ça nuit au développement économique ou c'est juste une autre... Il faut juste voir ça d'une autre manière parce que ça peut aussi être faire la promotion du développement économique. Je dirais qu'aujourd'hui, une entreprise qui dit qu'elle n'est pas écologique, c'est une entreprise qui n'a pas d'avenir. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas capable de démontrer que l'environnement, ça le préoccupe dans sa gestion. D'abord, il va y avoir des coûts, il y a des coûts liés à ça. C'est que là, tu t'occupes pas d'environnement, ça veut dire qu'à un bon moment donné, quelque chose qui va se passer. Puis l'autre affaire, c'est que, normalement, le prix d'un produit, il faut qu'il inclue tous les coûts. Et s'il y a des coûts environnementaux, il faut qu'ils soient inclus. Sinon, c'est un faux prix. Ouais. Admettons que tu achètes une télévision. Tu n'inclus pas le prix de la récupération puis de la transformation. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, à quelque part, qui va payer pour toi. Fait qu'il faut que dans tous les produits, qu'on inclue le coût de la pollution, comme on inclut le coût de la matière première, le coût du travail, le coût du transport. Il faut que ça soit inclus.
Fait que ça, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Puis en plus aussi, c'est qu'il y a beaucoup, il y a une économie verte qui est en train de se passer. Là, les gens qui travaillent dans les panneaux solaires, ils travaillent pour le vrai. Là, les gens qui sont dans des nouveaux produits. Fait que, puis je suis persuadé. Ici, on le voit, l'hydroélectricité. Ça fait que là, il y a un grand secteur d'économie verte qui est en train de se développer. Puis, je pense qu'il y a moyen de trouver un équilibre entre s'occuper de l'environnement puis développer l'économie. Puis, si ta business est rentable, juste si tu ne t'occupes pas de l'environnement, on est mieux de ne pas l'ouvrir parce que c'est les autres qui vont payer pour toi. Au bout du compte. Puis, au niveau des groupes écologistes, eux, ils dénoncent tout le temps. Je pense que c'est leur travail. Mais est-ce qu'ils prennent trop de place? Est-ce qu'ils prennent la place correcte? Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il il y a différents groupes. Oui, c'est sûr que, mettons, c'est ça. Il y a des groupes plus modérés, il y a des groupes plus extrémistes, il y a des groupes qui vivent de ça. Bon, Greenpeace, ça lui prend des méchants pour vendre des cartes de membres. Ça fait partie de la game. Bon, mais ce monde-là, ils ont le droit de vivre, puis il ne faut pas oublier une affaire. C'est qu'il existe parce qu'il y a des problèmes. Oui. S'il n'y avait pas de problème, il n'y a personne qui met des efforts, en tout cas pas beaucoup de monde qui veulent mettre des efforts bénévolement pour régler un problème qui n'existe pas. La plupart du monde, quand le monde se mobilise, c'est parce qu'il y a des problèmes. Puis il y en a encore des problèmes en environnement. Bon. Là, est-ce qu'il y a des groupes qui exagèrent? Sans doute, mais il ne faut pas oublier une affaire, c'est que les pressions que les groupes environnementaux font, eux autres sont très publics. Eux autres, ils choisissent comme mode de pression les médias, parce que ça ne coûte rien, puis ils n'ont pas d'argent nécessairement là, pour faire des pressions. Mais les compagnies, eux autres, il ne faut pas penser qu'ils ne font pas de pression. Eux autres, ils font pression des fois en dessous de la table. Directement. Ils engagent des lobbyistes qui leur coûtent une fortune, puis ils font pression sur le gouvernement. Fait que les groupes écologistes, ils font juste amener un équilibrage de tout ça, là. Puis des fois, les grosses compagnies, je regarde des compagnies de pétrole là, qui font des messages là, pour dire qu'ils créent bien des jobs, puis qu'ils sont verts, puis le kit. Là. Les autres, ils ont le moyen de se payer ça. Mais les groupes environnementaux, ils n'ont pas le moyen de se payer des annonces pour dire que l'environnement, c'est important. Il y a une espèce d'équilibre là-dedans. Puis, quand ça exagère, je pense qu'on le voit. Ça exagère de toutes parts, en fait. Oui, bien, ça exagère du côté des compagnies aussi. Là. Des compagnies qui essayent de faire croire qu'il n'y a pas de problème avec le pétrole, là, c'est qu'eux autres, là, c'est de valeur à dire, mais il n'y a aucune confiance qu'on peut donner à ces compagnies-là. Quand tu penses qu'ils augmentent le prix de l'essence en fonction du fin de semaine, il y a un convoi, etc., c'est que là, il n'y a aucune confiance à donner au point de vue économique et environnemental à ces compagnies-là. Oui. L'éthique de ces compagnies-là, pour moi, c'est à peu près nul. Ah oui. Ça, c'est sûr. Fait que ça prend du monde pour le dire, puis il faut que ça continue, parce qu'on ne peut pas se fier à ces compagnies-là. Puis, y a-t-il une manière de faire du développement économique sans détruire l'environnement ou en la préservant de manière saine, en fait, pour l'être humain? Il y en a, c'est sûr. Puis, on a commencé. Il y a des entreprises qui commencent, je veux dire, là, à s'occuper beaucoup plus de l'environnement qu'avant. Puis, des fois, il y a des événements qui se produisent qui fait que, un bon moment donné, il y a des points de bascule, des fois. Puis, entre autres, il y a un des anciens patrons de l'Alcan, une époque où il disait qu'il s'occupait de l'environnement, mais il ne s'en occupait pas. C'était juste pour l'image. Puis un bon moment donné, il m'avait raconté que son garçon, qui doit avoir 14-15 ans, voulait s'acheter une froque de cuir avec des studs, là, comme on dit. Puis là, son père, il avait dit, c'est pas vrai que tu vas mettre ça. Là, ça, c'est pour les bombes. Puis c'est pas vrai que tu vas me faire honte. Puis tu le quittes. Puis son garçon, il avait dit, toi, tu n'as pas de leçon à te faire à personne. Tu es un tueur de beluga. Ça fait que là, il avait pris ça rough pas mal. Mais après ça, il avait comme commencé à amorcer des changements dans la société parce que son garçon l'avait ramassé. Fait que des fois, il y a des affaires qui se passent comme ça. Puis je pense que tout le monde a sa part à faire là-dedans. Les entreprises ont leur part à faire, mais les citoyens aussi. Si les citoyens ne font rien, s'ils rettent tout le papier dehors, puis s'ils gaspillent l'eau potable, puis le quittent, puis ils disent aux grosses compagnies, occupe-toi de l'environnement, comment tu veux faire des leçons aux autres si toi-même tu t'en occupes pas? Moi, j'ai un auto hybride. Je peux donner une go aux compagnies de pétrole parce que je me collecte, puis je chauffe du pétrole, puis j'essaie de m'en passer. Mais si tu as un gros Hummer, puis tu sacs après les compagnies de pétrole, plus dur. Disons que ton succès va être plus limité. Ouais. Quand il y a des développements économiques ou des projets, nouveaux projets, on parle beaucoup du terme d'acceptabilité sociale. C'est quoi ça, l'acceptabilité sociale? Bien, c'est tout simplement le fait que les gens, là où le projet va se produire, vont donner leur accord. Okay. Et ça, c'est fondamental. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est comme un incontournable, ce concept-là d'acceptabilité sociale. Avant ça, les grosses compagnies arrivaient, bang, il n'y avait pas gros de monde, ils faisaient une ville, ils s'occupaient de tout, faisaient l'usine, ils ne demandaient pas à personne. Même les premiers développements d'Hydro-Québec, c'est à la Côte-Nord, là, c'est que là,
les Autochtones qui étaient là, ils s'en ont aperçus quand ils ont commencé à Jack driller. Il n'y a personne qui lui demandait rien. Ouais. C'est que là, dans le fond, c'est que le progrès arrivait avec la gratte puis il tassait tout le monde. Mais là, aujourd'hui, ça ne fait plus ça. Puis là, je pense qu'il faut vraiment que les gens, dans une municipalité, soient d'accord avec le province. Si le monde, pour toutes sortes de raisons, ils n'en veulent pas, c'est leur ville, c'est leur taxe, pourquoi est-ce qu'on les imposerait ça? Bon, c'est sûr que, mettons, comme là, si c'est le monde de Montréal qui n'en veulent pas, puis ça se passe à Dolbeau, là, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça, on le voit souvent. Oui, mais c'est plus facile de ne pas vouloir quelque chose là, que quand c'est pas chez vous, là, mais moi, je pense que les gens du milieu, là où ça s'établit, il faut vraiment... Puis si l'entreprise n'est pas capable de convaincre le monde que ça a du bon sens, peut-être que ça n'a pas de bon sens. Ça a peut-être du bon sens pour l'entreprise, oui, c'est mais ça. pour les citoyens qui sont là, qui vont voir juste des désagréments, ça ne marche pas. Bon, est-ce que des fois, il y a des exagérations parce que le syndrome pas dans ma cour, là? C'est que là, il n'y a personne qui va avoir de déchets chez eux. Mais là, nos déchets à nous autres, il faut les mettre à quelque part. Ouais. Fait que là, tu ne peux pas dire pas dans ma cour tout le temps. Mais moi, je suis d'accord. Si, mettons, la ville d'Alma dit je vais mettre les déchets dans le village d'un tel, là, regarde, occupe-toi de tes déchets, je vais m'occuper des miens. Puis là, ça, il y a moyen de trouver des négociations là-dedans. Mais je pense que fondamentalement, il faut que les gens soient respectés. Puis si ça ne marche pas, il faut trouver des compromis. C'est bien intéressant, ça. On parle beaucoup de l'urgence d'agir dans le dossier des changements climatiques. C'est un peu le fer de bataille de l'environnement ces derniers temps, ces dernières années. On va-tu finir par avoir des actions politiques concrètes et globales pour rectifier la situation? Parce que là, en ce moment, on a l'impression qu'on se fait des sommets puis des sommets pour en jaser. Tout le monde est d'accord, mais qu'il ne se passe pas grand-chose. Oui. Bien, c'est sûr que, mettons, il devrait se passer beaucoup plus de choses parce qu'il y a des inquiétudes à avoir, là. Les phénomènes qu'on voit à l'heure actuelle, là, que ce soit les froids extrêmes comme on a eu, comme les chaleurs extrêmes dans d'autres endroits, les grosses tempêtes avec des vents de 300 km, avant ça, c'était des phénomènes qu'on voyait rarement. Là, on en voit de plus en plus. Parce que le réchauffement climatique, là, c'est pas que ça monte là, tout le temps 1 degré, 1 demi-degré, puis le kit. C'est qu'il va y avoir des hauts et des bas, comme on dit. Puis là, on pourrait dire que le climat essaie de comme se réajuster. Et ça, ces phénomènes-là qu'on voit, il va en avoir de plus en plus, c'est très inquiétant. Ça va coûter une fortune, ça. Puis là, à partir du moment où l'eau peut se mettre à remonter dans certains endroits, bien là, il y a des îles qui risquent de disparaître. Quand on va dans des îles dans le sud, là, la plage est au niveau de l'eau, là, puis les bâtisses sont à 2-3 pieds plus haut, là, c'est assez inquiétant. Puis aussi, c'est que, comme nous autres, le climat va réchauffer, bien content, mais on va se ramasser avec des bébites qu'on n'avait pas, il y a toutes sortes d'affaires. Puis il y a des gens qui vont peut-être être avantagés, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent être désavantagés. Puis on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à faire avec ça. Bon, là, est-ce qu'on fait suffisamment? Non. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas suffisamment? Bien, il y a toutes sortes de raisons. D'abord, il y a des coûts à ça, il y a des coûts à court terme, puis on ne regarde pas le long terme. Ça va coûter plus cher à long terme, mais malheureusement, la plupart du monde gère à court terme plutôt que le long terme. L'autre affaire, c'est qu'il y a des pays qui devraient être en avant, qui l'ont déjà été, comme le Canada, qui devraient dire, nous autres, ça nous préoccupe. Mais là, avec le gouvernement de M. Harper, non, ça existe à peu près plus, le changement climatique, là, ça ne magane pas. Ça fait que là, des gens qui devaient être leaders ont les 2 pieds sur le break, ça n'aide pas à faire avancer. Par contre, il y a des pays comme la Chine qui ne voulaient rien savoir, puis que là, ils sont obligés d'embarquer là-dedans, parce que là, présentement, il y a du monde qui ne veulent plus investir en Chine parce que c'est trop pollué. Leurs citoyens trouvent ça trop pollué. Puis là, on voit des reportages, le monde a des masques. C'est un petit peu tannant, là. Oui, c'était peurant, ça. Parce que, puis là, il y a la conférence de Paris en tête cette année. Là, on va voir ce que ça va donner. C'est à souhaiter qu'on puisse arriver à des compromis rapidement. Oui. Il y a une ligne de pensée qu'on appelle les climato-sceptiques, dont on a, je ne veux pas nommer personne, là, mais qu'est-ce que tu en penses? Ces gens-là qui te disent que ça n'existe pas, le réchauffement. Il y a toujours eu du monde qui ont été sceptiques pour toutes sortes d'affaires. C'est ça au point de départ, ce n'est pas un phénomène nouveau. Est-ce que ce monde-là a raison? Il y a peut-être un petit bout qui ont raison, mais fondamentalement, penser qu'ils n'ont pas raison, qu'il n'y a pas de problème avec les changements climatiques, ça me fait penser, moi, les climato-sceptiques, c'est un peu comme les disciples de la Terre plate. Tu es persuadé que c'est pas vrai que la Terre est ronde. Bon, même si pas mal tout le monde disait que la Terre était ronde, les autres sont restés avec ça, ils sont morts avec ça. Ils n'ont pas eu raison. Je ne suis pas certain qu'ils vont avoir raison. Puis si j'avais un message à leur donner, c'est que là, ce que j'aime pas là-dedans, c'est que leur message, c'est un peu comme s'il n'y a pas de problème avec la pollution. Que, dans le fond, c'est pas grave, la pollution. On peut avoir une grosse auto polluante, il n'y a aucun problème avec ça. Pas besoin de s'occuper de rien. Moi, j'aurais un conseil à leur donner.
je dirais, regarde, vous êtes climato-sceptique, vous autres, il n'y a pas de problème avec l'environnement. Allez respirer 2-3 minutes en arrière de votre auto le monoxyde de carbone qui sort de là. Puis si vous êtes encore vivant, vous viendrez m'en parler, comment que vous trouvez ça, le monoxyde de carbone, après 2-3 minutes. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que les autos qu'on a, c'est du poison vif. Tu sais, le monoxyde de carbone, en 2-3 minutes, tu respires ça, puis tu meurs, là. Il y a du monde qui se suicide avec ça, puis c'est pas long, là. Tu sais, ça fait que là, de penser qu'on se promène tout avec ça, des milliards d'autos qui produisent du poison, est-ce que ça a un effet sur le climat? Je ne le sais pas, mais ça a sûrement un effet sur la santé à quelque part. C'est une usine à poison qu'on se promène avec ça à grandeur de journée. Et ce qui est triste, là, c'est que tu te mets sur le bord d'une rue puis tu regardes, là, puis 80 des gens sont tout seuls dans leur auto. 80, t'es pas généreux. Je dirais 95. Oui, en tout cas, j'essaie Je dirais, tu sais, puis, ben, c'est sûr qu'ici, c'est peut-être un peu différent, mais quand tu regardes, mettons, sur les autoroutes, là, le monde sont tous tout seuls. Une grosse auto de 25 pieds de long, 10 pieds de large quasiment, puis une personne. Comme efficacité. Oui, puis je vais revenir en fait là-dessus. Tu sais, le Canada a déjà été en avant au niveau de l'environnement. Puis là, on a l'impression qu'on est en arrière, même qu'on veut quasiment mettre des bâtons dans les roues. On relance tout le temps la balle aux autres. On va faire de quoi quand les autres vont faire de quoi, mais... Oui, ça, c'est ça. Mais là, la Chine, ils veulent faire de quoi? Puis là, nous autres, on ne veut rien faire pareil. C'est ça. Pourquoi on a C'est-tu parce que le gouvernement est peut-être trop proche du pétrole des sables bitumineux ou je sais pas, là, j'essaie de trouver C'est sûr que la question du pétrole des sables bitumineux, le parti de M. Harper, c'est un parti de l'Ouest, c'est un parti de pétrole. Ils ont supporté le développement du pétrole. Ils ont tout misé là-dessus. Là, c'est pas nécessairement bon parce que le cours du pétrole a baissé. Mais c'est sûr que... Puis en plus aussi, là-dedans, c'est que dans leur gang, il y a du monde que la science, là, tu sais. Il y a du monde qui croit encore que la théorie de l'évolution, là, ça n'existe pas, puis qu'ils sont encore, eux autres, sur le créationnisme, que le ciel et la terre s'est créé en 7 jours. Tu sais, c'est que là, ce monde-là, ils ont encore un bout de chemin à faire avant de croire que les changements climatiques, c'est possible. Non, puis quand on voit les photos du développement entre, mettons, l'Alberta il y a 20 ans puis aujourd'hui, je pense qu'ils vont se réveiller avec un méchant... En tout cas, ça a l'air de la Lune maintenant. C'est sûr que c'est des immenses étendues, là. Puis, tu sais, c'est parce qu'aussi, admettons qu'on n'aurait pas d'autre choix que ça. Là. Disons là, que c'est la seule affaire qu'on peut faire. Là, on a un problème. Mais tu sais, au point de vue énergétique, là, nous autres, là, au Québec, on a beaucoup de rivières, puis on a des surplus d'énergie. Si on mettait des fils électriques qui s'en vont vers l'ouest, on pourrait fournir du jus de ce côté-là aussi. Là. Ouais. Peut-être qu'au lieu d'envoyer des oléoducs polluants, on serait peut-être mieux d'envoyer des fils électriques... Une rallonge avec une énergie renouvelable. Ouais. Tu sais, ça fait partie des questions qu'on devrait se poser, mais c'est que là, ça a l'air qu'on n'est pas là encore. Non. Puis en tout cas, l'être humain a une capacité d'adaptation qui est phénoménale, ce qui fait que des fois, on a l'impression qu'il attend juste que ça change pour s'adapter. Puis... Bien, aussi, c'est que là, malheureusement, on vit trop dans le court terme. Oui. C'est que là, les politiciens aussi. Bien, c'est parce que le problème, c'est que les politiciens, ils doivent être réélus dans 4 ans. Est-ce que les gens, ils devraient faire juste un mandat ou pas trop de mandats, pas être obligés de promettre des affaires? Puis c'est parce qu'aussi, c'est que les citoyens, ils veulent avoir toutes sortes d'affaires, mais sauf que là, présentement, je regarde, là, il y a une campagne électorale qui s'en vient. Là. Ça va être quoi les enjeux qu'on va nous mettre d'en face? Normalement, l'environnement, ça devrait être quelque chose. On est à cette heure-là, la question des écarts entre les riches et les pauvres. Mais là, ce qu'on va nous mettre là, comme priorité, la lutte contre le terrorisme. Puis l'économie. Ça, c'est sûr que ça, c'est bien important, la lutte contre le terrorisme. Mais vous avez plus de chances de gagner 4 fois dans la même semaine dans l'Auto-Québec le gros lot, pas un 2 piastres, le gros lot, que d'être attaqué par un terroriste. Ah non, c'est fou. Je vais te donner des enjeux environnementaux. On va faire un jeu. Je vais te donner des enjeux environnementaux, puis je veux que tu me parles. Ce serait quoi, toi, les solutions politiques que tu ferais si tu pouvais, si tu étais encore dans le gouvernement? Peut-être que tu y reviendras d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre question. C'est une autre affaire, ça. L'eau potable, parce que l'eau, c'est quand même une denrée qui est nécessaire. Puis nous, ici, moi, mon constat, c'est que l'eau, nous, on a toujours eu, puis on a l'impression que c'est sans fin. Fait qu'on s'en préoccupe pas beaucoup. Moi, pour avoir voyagé, là, puis de voir des gens qui sont obligés de remplir le bain le matin parce que ça va être leur eau de la journée, là, c'est quelque chose. Oui, mais c'est sûr que nous autres, on a une réalité que les autres n'ont pas. T'sais, juste un exemple, là. La rivière Péribonka. Je ne dis pas que l'eau est toute potable, là, peut-être que. Mais je pense pas qu'elle est vraiment dangereuse si on en buvait, là. Mais si on buvait l'eau de la rivière Péribonka, si on s'en servait juste pour les besoins là, de consommation d'eau pour l'alimentation, c'est qu'on pourrait, avec la rivière Péribonka, alimenter 12 milliards d'humains. Fait que là, nous autres, là,
si, mettons, il y a une sécheresse mondiale, on va être dans les derniers à mourir de soif. Là. Ça fait que là, on part de cette réalité-là, puis là, on y envoie plein d'eau. Ça fait que là, économiser l'eau, le monde ne voit pas ça. Mais c'est sûr que l'énergie, si on regarde aux États-Unis, il y a déjà des batailles pour l'eau. Présentement, j'ai vu encore des reportages récemment là, qu'on voit des lacs qui sont rendus tout petits, des fleuves qui sont rendus des ruisseaux. Pourquoi? Parce que là, on a pris des déserts, puis on a fait des raisins, des jardins avec ça. On a fait des villes en plein désert. Las Vegas, ça en est un exemple. Là, ça prend de l'eau en sacrifice là, dans le désert. Fait que là, on est en train de transformer des déserts. Bien, ça, il va y avoir des sérieux problèmes. Au niveau mondial, il va y avoir des guerres pour l'eau. Là. Parce que l'eau, tu n'as pas d'eau. Là. Tu n'as pas de chemise, tu peux rester en bedaine une secousse, là, mais là, tu n'as pas d'eau, là, ça va mal à la chope. Puis nous autres, ici, moi, une affaire que je ne comprends pas, c'est le monde qui achète des bouteilles d'eau. Ça devrait être interdit. La plupart de nos municipalités ont de l'eau qui est très bonne. Ça devrait être interdit, puis les conseils de ville devraient donner l'exemple avec des vrais pots d'eau. Là. Des fois, je vois ça, des conseils de ville qui ont une bouteille d'eau sur la table. Ils n'ont même pas confiance dans leur eau. Ça n'a pas de bon sens, ça? Bien, en plus, c'est que l'eau dans la bouteille, là, c'est une compagnie qui a pris une bouteille puis qui a mis de l'eau du robinet. Oui, habituellement. Assez souvent, c'est pas toutes, mais assez souvent, c'est comme ça. Dasani, c'est entre autres comme ça. La qualité de l'air, on en a parlé avec la Chine, mais ici, est-ce qu'on peut craindre, entre autres, à Montréal, dans les places où il y a la densité de population? J'avais dit aux gens de Greenpeace qu'au lieu de se préoccuper de l'avenir de la forêt, ils devraient peut-être se préoccuper de l'avenir du centre-ville. Les gens dans des villes comme Montréal, là, c'est qu'il y a une espérance de vie de 10 ans de moins parce qu'il y a toutes sortes de contaminants. Puis il y a plein d'autos au point de départ. Puis on voit de plus en plus de phénomènes de smog à Montréal, des fois qui peuvent durer plusieurs jours. Là. Mais ça, c'est un réel problème. C'est sûr que nous autres, ici, comme on dit, c'est plus tranquille. Je pense que vous avez que là. La qualité de vie est bonne en région. La qualité de vie est bonne. On respire, comme on dit. Mais puis quand on voit, mettons, dans d'autres pays, là, comme je disais qu'en Chine, présentement, là, je disais que l'année passée, il y a 10 des activités extérieures qui ont été abandonnées parce qu'il y avait trop de pollution. Puis là, entre autres, dans les solutions, là ils veulent faire des cités tours. Une tour de 200 étages, ils commencent l'année prochaine, là, puis eux autres, c'est pas long, ils font ça en quelques semaines. Là. Puis là, eux autres, mettons, tu vas avoir l'hôpital pour venir au monde, tu vas avoir l'école, tu vas avoir la garderie, tu vas avoir le travail, tu vas avoir les jeux, tu vas avoir... Tu n'auras plus besoin jamais de sortir. Tu ne sortiras plus de là. Là, une atmosphère contrôlée, 30 000 personnes, une ville dans une boîte en hauteur, là. C'est digne des films de science-fiction. Oui, mais là, c'est ça. Là. Puis là, c'est un vrai projet. Là. C'est pas quelque chose. Puis je suis certain qu'il y en a qui ont hâte que ça arrive parce que là, ils vont être bien, respirent. Ils peuvent être 25 ans sans sortir de la cabane. Ils vont au cinéma, vont en garderie, puis le kit. Tout est à proximité. Plus besoin d'avoir d'auto. C'est fou. OK. Hein, ça me trouve un peu. La gestion des déchets. Parce qu'on consomme, je disais des statistiques où on voyait que les Québécois étaient dans les plus grands consommateurs et qu'on était aussi dans les plus grands récupérateurs. Bien, il y a un peu un lien entre ça. Là, c'est quand tu remplis ton bac de récupération chaque semaine, c'est parce que tu consommes pas mal. C'est bien de récupérer, mais disons que la consommation est là. Ça, la gestion des déchets, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'idéalement, il faudrait convaincre les gens de moins consommer, mais avec tous les écrans et la pub partout qui veulent juste nous inciter à peut-être qu'on devrait avoir une taxe à la publicité, sur la publicité pour diminuer les publicités pour faire en sorte qu'on consomme moins, parce qu'on consomme moins, on consomme de manière un peu folle, là. Puis je pense pas qu'on est vraiment plus heureux parce qu'on consomme beaucoup, parce qu'une fois qu'on a consommé, qu'est-ce qu'on veut? On veut d'autres choses. Là, ça prend d'autres choses pour remplacer tout ça. Bon, puis un des problèmes de la récupération, c'est qu'on récupère quand même beaucoup au Québec, sauf dans certaines grandes villes là, qui n'avaient pas commencé encore la récupération. Entre autres, nous autres, à Dolbeau, on était parmi les premiers à faire de la récupération de papier au début des années 80. Là, on a donné l'exemple là-dessus. Puis les sacs réutilisables ont été commencés par la SGE à Dolbeau, puis ça s'est étendu à la grandeur du Québec. Là. Quand même intéressant. Ouais. Puis, mais le problème qu'on a présentement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces produits-là? Là, présentement, les débouchés pour plusieurs produits, la vitre, les plastiques, etc., on a des problèmes de débouchés. Là, il faut que le gouvernement appuie la transformation de ces récupérations-là, parce que là, sinon, on va mettre ça dans un top, on va attendre. Là, ça fait que là, le problème est à ce niveau-là. Là. Ça fait que, il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je veux vraiment poser ma dernière question. Tu en as glissé un mot tantôt, la campagne électorale qui s'en vient au fédéral.
Est-ce que tu penses que la protection de l'environnement, ça va être une priorité? Puis, est-ce qu'on devrait, je ne sais pas moi, comme citoyen, obliger les partis politiques de nous parler d'environnement, de solutions? Parce que je trouve ça un peu désolant ces temps-ci. Peut-être qu'ils devraient avoir, parce que là, c'est sûr que si on laisse les partis politiques, mettons, décider des enjeux, ils vont choisir les enjeux qui pensent leur apporter le plus. Puis expliquer des affaires aux citoyens. L'environnement, c'est plus compliqué un peu. Si tu dis, il y a des terroristes, on va vous protéger. Ça, c'est bien facile. Tu dis, il y a des jobs, on va vous en faire, même si c'est pas vrai. Mais je pense que les médias, les organisations de citoyens devraient dire, mettons, il y a au moins 5 grands domaines dans notre vie. Là. Mettons, l'environnement, ça pourrait en être un, l'économie, ça pourrait en être un autre. Puis là, à ce moment-là, on pourrait dire, qu'est-ce que vous avez comme programme à ce niveau-là? Puis là, les partis devraient dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Là, à ce moment-là, les gens pourraient voter sur quelque chose de plus solide qu'un élément. Moi, je vote pour l'économie et l'emploi. De toute façon, la dernière campagne électorale, c'est un peu ça qui s'est passé. Vous avez le choix entre l'indépendance et l'économie et l'emploi. Mais là, le monde a voté pour l'économie et l'emploi. Est-ce qu'ils l'ont reçu? Ça, je suis moins certain. Moi, je suis certain que non, en tout cas. Hey, merci beaucoup, Denis, d'avoir été des nôtres encore cette semaine. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Face-à-Face avec Denis Trottier. Merci. Au revoir. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Il suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que Boucan, il